Bonjour à toutes et à tous. On a eu une nuit sanglante sur les marchés, ça va messieurs? Ouais. Avant qu'on commence cette table ronde sur le thème suivant, comment le marché crypto est-il en train de s'institutionnaliser? Je vous propose chacun à votre tour de vous présenter rapidement. Moi, je m'appelle Robin Ledoux. Je suis de Six Monks à Luxembourg. On est une société de gestion de fonds d'investissement alternatifs régulée à Luxembourg par le régulateur luxembourgeois, la CSSF. Et donc, on gère des fonds régulés qui investissent directement ou indirectement en crypto. Et on est, en tout cas à Luxembourg, les premiers et les seuls à être autorisés sur ce marché-là. Bonjour, Thibaut Boutroux, je suis cofondateur de Meria, une plateforme d'investissement qui accompagne particuliers et professionnels dans leur premier pas sur la crypto. Et à côté, on a un métier tech, notre ADN reste tech, et on est stacking provider sur une quarantaine de blockchains. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Florent Trépeau. Moi, je suis le co-founder de HGF Gestion Privée, un cabinet en gestion de patrimoine qui a pour particularité d'intégrer les cryptos dans ses stratégies auprès de ses clients depuis la genèse. Et j'ai aussi plusieurs casquettes de formateur et d'intervenant à l'université dans des centres de formation sur des thématiques comme la crypto. Et je me présente, Gary Beneza. J'ai lancé un fonds d'investissement market neutral sur Bitcoin. En gros, le but, c'est d'accumuler du Bitcoin avec du Bitcoin. Sans volatilité, en tirant profit des inefficiences de marché, notamment via des arbitrages de produits dérivés. Et à côté de ça aussi, j'ai une chaîne qui s'appelle CryptoCoulisses, sur laquelle j'interviewe des acteurs de l'écosystème, comme j'ai pu interviewer Monsieur Thibault. Je vous propose de commencer, messieurs. Déjà, petite question, donc on va vraiment s'intéresser à l'institutionnalisation en cours du marché crypto et avec le Bitcoin. Est-ce que justement, il n'y a pas eu un avant, un après depuis début 2024 avec le lancement des ETF spot aux États-Unis? Est-ce que ça n'a pas marqué un tournant avec la vraie arrivée des institutionnels sur le marché? Je pense que si. Je pense que c'est surtout, alors, pas seulement sur les ETF, mais sur vraiment les signaux positifs, en tout cas du marché, envers les institutionnels, où ils se sont dit c'est des grands noms qui y vont, donc pourquoi pas lancer la machine aussi chez nous. Nous c'est ce qu'on voit. Alors, nous, on est une jeune société, on a été un jeune pour la crypto, tout est relatif. Mais on a été créé en 2022 et on a reçu l'agrément du régulateur en 2024. Donc c'est vrai qu'on a vu cette accélération-là parce que le marché est en train de s'institutionnaliser. L'écosystème, on en parlera aussi tout à l'heure. Et donc s'institutionnaliser veut dire aussi se réguler et attirer des capitaux plus gros par rapport à ce qu'on pouvait voir sur les projets. Peut-être juste pour compléter cette remarque, moi, de mon point de vue, ce que j'ai pu constater, c'est que, et je vais dire, alors 2024, bien sûr, avec l'arrivée de solutions comme les ETF, mais je vais me dire l'accent sur 2025, avec l'arrivée de Donald Trump, on a pu voir un intérêt de plus en plus prononcé pour des trésoreries d'entreprises, donc des entrepreneurs qui finalement n'avaient pas forcément encore osé sauter le pas, et qui là d'un coup se sont dit, je veux pas louper le train. Pour moi, il y a un vrai basculement idéologique en fait qui est arrivé. En fait, on est passé d'être des innovants ou des gens un petit peu trop bullish à finalement des visionnaires. C'est vrai qu'en 2025, on a eu aussi pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a eu la fameuse Genius Act sur les stablecoins. Toute une série de mesures. Tu parlais de Bitcoin Treasury Companies. C'est quoi votre avis sur le sujet? Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ouais. Non, globalement, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus global, où on a un merge qui se manifeste de plus en plus entre justement la finance traditionnelle ou l'industrie traditionnelle et la crypto, avec des use cases qui se multiplient dans tous les sens. Certains de ces use cases sont plus visibles et plus mis en avant. Les trésoreries compagnies en sont un qui a été pas mal médiatisé, notamment par le spectre de stratégie, parce qu'on a Mayfield Taylor qui est derrière, qui a une voix qui porte quand même dans l'écosystème, et on a aussi derrière beaucoup qui ont été opportunistes sur cette vague-là. Donc il y aura, comme dans toutes les tendances qui sont dans la crypto, il y aura de la casse, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent par opportunistes et qui peut-être gèrent un petit peu moins bien le risque, et qui ont un petit peu aussi moins de stratégie ou moins de fondamentaux derrière dans l'approche. Donc forcément, ceux qui rentrent en dernier, déjà ont un petit peu moins de leverage, et en plus le font peut-être moins pour les bonnes raisons. Donc il y aura de la casse. Il y en a qui aussi se disent Bitcoin ça a été fait, Ether ça a été fait, qui vont sur des actifs de plus en plus risqués. Donc la narrative est quand même totalement différente. Mais tout ça sont des choses qui permettent in fine de mettre de la lumière sur cet écosystème, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, de penser à comment on peut aller plus loin, et tout ça crée au fur et à mesure des solutions qui sont de plus en plus innovantes.
force aussi de plus en plus la réflexion. Et aujourd'hui, on voit que le point de bascule, il est complètement passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas considérer les cryptos quand on travaille dans la finance de manière générale, c'est une erreur. On est obligé d'avoir au moins un point de réflexion dessus et on ne peut plus juste se contenter des poncifs et de botter en touche, quoi. Pour rappel, les Bitcoin Treasury Companies, donc c'est des sociétés, et celles dont on parle, qui sont cotées en bourse, notamment aux US, mais pas que. Il y en a partout dans le monde. En Europe, par exemple, il y a Capital B. Et c'est des sociétés qui vont acheter du BTC et le conserver dans le but vraiment d'accumuler du BTC. Le problème, c'est que il y a un problème un peu, on va dire, intrinsèque, qui est les BTC ne travaillent pas et donc ils sont placés en mode buy and hold. Et le but, c'est quand même de continuellement accumuler du BTC et de lever des capitaux via de la dette, l'émission d'actions. Le problème qui se pose, c'est que finalement, le prix du Bitcoin détenu par ces sociétés en général est supérieur au prix du marché. Et ce qu'on appelle le premium, finalement, et pour compenser ce premium, on va ces sociétés vont à chaque fois lever des nouveaux capitaux. Le problème, c'est est-ce que ça ressemble pas un petit peu à un Ponzi, dans le sens où s'il n'y a pas de nouvelles entrées de capitaux, en fait, la société peut se retrouver un peu dans un cercle vicieux où elle doit vendre ses BTC, le prix d'action baisse, etc. Et après, on viendra d'ailleurs sur les Ethereum ou Solana Treasury Companies, où là, il y a un début quand même de yield, de rendement, parce que ces sociétés-là, au moins, elles profitent du staking, ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. Historiquement, en fait, ces sociétés-là étaient pour permettre l'accès à des sociétés de pouvoir être exposées au Bitcoin parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, de fait de la réglementation, de fait de leur règle interne, pour être exposés au Bitcoin. Et donc, c'est le cas typiquement MicroStrategy, qui pouvait offrir cette exposition à la performance Bitcoin malgré le premium, mais ça, les investisseurs étaient capables de l'amortir parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions en jeu. Après, il y a eu l'arrivée des ETF, il y a eu typiquement, même en Europe, des fonds qui sont capables d'offrir cette exposition en direct au Bitcoin. Après, c'est surtout ça en fait qui faisait que ça marchait au départ et ça s'est lancé. Et après, bien sûr, c'est cet accès au marché. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je vais juste un tout petit peu étayer, parce que c'est vrai qu'on a, je pense, dans l'assistance, autant des gens techniques sur la crypto, peut-être d'autres un petit peu moins. La question que ça pose, c'est comment ces sociétés peuvent proposer du rendement, effectivement, à leurs investisseurs, alors que normalement, du Bitcoin, si vous en détenez, vous n'êtes pas censé en générer de nouveau en plus, sauf si vous minez. Et donc, c'est là où je pense qu'on est vraiment tombé dans une méta. C'est la méta des Treasury Company. C'est là où l'évolution sur d'autres cryptos qui, elles, si vous les détenez, on parlait notamment de Solana, on parle d'Ethereum, là vous pouvez générer des rendements, en fait, justement. Et donc là, ça permet de mieux expliquer comment on peut développer finalement un produit là-dessus, alors que sur du Bitcoin, si on vous verse du rendement, c'est qu'il y a quelque part un effet de levier qui a été pris, il y a de l'argent qui est levé. Donc ça pose à la fois des questions sur la pérennité effectivement de ces modèles, la question de la centralisation, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup à la base dans la blockchain et la crypto, mais que pour beaucoup est diffus. Là, ça peut poser des vraies questions. Moi, en tout cas, je te rejoins, c'est que maintenant, il y a d'autres solutions pour pouvoir s'exposer. Ça a toujours du sens, mais par contre, attention au phénomène de mode. Et comme généralement dans ce genre de thématique, il y a un grand gagnant qui va émerger, beaucoup d'autres qui vont perdre. Si jamais vous êtes intéressé par ces solutions, ne mettez peut-être pas tous vos œufs dans le même panier. Et pour donner aussi un ordre de grandeur, aujourd'hui, les Bitcoin Treasury Companies, c'est à peu près 100 milliards de dollars. Les ETF spot, c'est à peu près 150 milliards de dollars. Et effectivement, comme tu disais, Robin, on aurait pu se dire maintenant qu'il y a les ETF, il y a une solution institutionnelle pour s'exposer au Bitcoin sans passer par les Bitcoin Treasury Companies. Aujourd'hui, clairement, les Bitcoin Treasury Companies, quand on regarde le cours en bourse, c'est plutôt du Bitcoin avec levier. Donc ça pose la question de OK, comment ça va finir si finalement il y a un gros acteur qui doit être contraint de vendre ses Bitcoins parce qu'on peut avoir un effet cascade. Alors, Capital B, par exemple, en France, c'est intéressant parce que eux, quand ils lèvent de la dette, c'est versus BTC. Donc l'impact sur le prix du Bitcoin est limité. Mais pour les autres sociétés, c'est versus euro. Donc si demain Bitcoin se prend, je sais pas, un moins 30, moins 40%, quel va être l'impact sur les Bitcoin Treasury Company? Ça, c'est une vraie incertitude. Leur capacité à lever à nouveau du cash, comme l'a fait MicroStrategy ou Grayscale. Pour citer, moi j'ai des souvenirs de premium des fois à 30 ou 40% qu'on a pu voir passer. Ils sont toujours là. En fait, ce qui est fou, c'est que il y a des gens qui cherchent surtout des thématiques pour lever. Et je pense qu'on est tombé un peu dans ce modèle-là. Ça a été compliqué de lever dans l'écosystème, on va dire, c'est peut-être ces 2 dernières années, sur certains segments, en tout cas moi j'ai pu le voir. Et là récemment, ce qui fonctionnait entre guillemets très bien,
qui excitait les investisseurs, c'était les Bitcoin Treasury Company. On est en train de switcher de méta en passant sur d'autres cryptos. Mais voilà, en tout cas, il faut être prudent et les questions de transparence et de risque systémique vont vite voir le jour, malheureusement. Ouais. Et donc on parlait aussi d'Ethereum, Solana, Treasury Companies, donc c'est des sociétés qui vont non pas acheter du Bitcoin, mais du Solana ou de l'Ether et de le conserver. Là, ce qui est intéressant effectivement, c'est que ces sociétés-là vont pouvoir stacker ces Ethereum ou ces Ethers ou ces Sol, et donc générer du rendement. Et toi d'ailleurs, Thibaut, tu as accompagné une société dans ce cadre-là. Alors ce qui est intéressant avec ces sociétés, c'est que souvent elles font un pivot à 180 degrés. Par exemple, c'est une boîte qui était dans l'IMO, qui était un peu sur la pente descendante et dit tiens, allez, je vois un peu une opportunité de marché. Alors après, est-ce que c'est soutenable sur le long terme? Comment toi, tu vois la chose Ouais, alors effectivement, on a vu de tout, parce que c'est des pivots 360, certains qui viennent vraiment uniquement par opportunisme. Il y a certaines collaborations qu'on a refusées avec certains acteurs parce que quand tu parlais avec eux, tu comprenais vite qu'ils avaient juste vu d'autres faire ça et se disent « Oh tiens, ça peut peut-être faire remonter le cours de mon action, je vais regarder ça ». Il y en a d'autres qui viennent avec une réflexion un peu plus travaillée, un peu plus long terme quand même. Nous, on est intervenu juste sur la partie stacking, donc après le reste, c'est globalement pas notre métier. Ce qui est intéressant, tu vois, dans ce modèle-là, quand on intervient, nous, sur la partie stacking, c'est que nous, on est juste provider technique dans l'opération, donc nous on va juste opérer le stacking, mais en fait dans l'équation, donc dans le cas que tu cites par exemple, donc c'est la société Acheter Louer qui a fait une trésorerie compagnie autour de Solana, et en fait ça fait travailler plein d'acteurs, parce que du coup derrière tu as le conservateur qui est de l'UBAC dans cette équation là, qui travaille avec Taurus qui gère derrière les solutions de custody, et nous qui intervenons aussi sur, donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, mais ça permet aussi d'intégrer naturellement la crypto dans les process de la finance traditionnelle. Ça permet de montrer à ces acteurs traditionnels, parce que du coup, quand d'autres acteurs bancaires voient que de l'UBAC arrive à faire ça avec d'autres, nous, on a eu d'autres acteurs bancaires beaucoup plus gros qui sont venus nous voir en disant nous, on aimerait bien aussi faire des choses comme ça, on a des acteurs qui sont intéressés. Donc ça permet finalement, c'est un use case qui permet très facilement à des acteurs bancaires et plus traditionnels de se projeter et de mettre un pied concrètement dans la crypto. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant derrière cette narrative, c'est cette manière qui permet à ces acteurs-là de s'approprier un peu le sujet. Est-ce que c'est le use case le plus intéressant? Peut-être pas, mais en tout cas, à partir du moment où ils mettent le pied dedans, ça va leur permettre après d'aller plus loin, d'expérimenter et de travailler un peu cette aversion au risque qui est en train de basculer, parce qu'en Europe, c'est vrai que sur ce sujet-là, on a quand même un décalage par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Donc si ça permet au moins ça, c'est intéressant. Et pour clôturer ce point sur les Treasury Companies, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure vous le mentionnez, par exemple, MicroStrategy à la base, Stratégie maintenant, c'était une entreprise qui avait rien à voir avec l'achat de BTC, c'est une entreprise de logiciel. Un autre exemple, ça peut être Tesla, qui est une entreprise de voiture, donc rien à voir, et que on a un peu changé de méta. C'est-à-dire qu'au début, ces sociétés-là, elles pour la plupart, avaient une activité opérationnelle. Elles se disaient comment je peux placer ma trésorerie, je vais acheter du Bitcoin, et donc maintenant c'est que quasiment beaucoup de sociétés qui sont les Treasury Companies qui vont accumuler de la crypto, mais sans avoir une activité opérationnelle à côté. Donc c'est vraiment qu'une seule activité de levée de capitaux en fait. Par contre, pour le coup, là, tu es quand même sur deux sujets qui sont différents, le cas de Tesla et le cas de Strategy, Ouais. parce que en plus, c'est deux narratifs qui... alors, la partie trésorerie compagnie est beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus visible. Par contre, la partie juste diversification de trésorerie pour les entreprises, tu en as parlé un tout petit peu en intro. Nous, par contre, c'est une narrative de fond qu'on voit vraiment émerger très, très fort. On a de plus en plus de professionnels. D'ailleurs, on a sorti un e-book la semaine dernière sur le sujet pour ça, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et là, l'approche, elle est totalement différente. C'est plutôt une idée de se dire, aujourd'hui, j'ai de l'euro sur mon compte en banque, j'ai la chance d'avoir un peu d'excédent. Cet euro-là, ils font au soleil. J'ai pas beaucoup de solutions bancaires. Comment je peux me prévaloir un petit peu de ça? Comment je peux me projeter un peu? Et là, effectivement, Bitcoin fait office d'un asset intéressant pour diversifier. Et donc, on a beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce sujet-là. De plus en plus, historiquement, c'était vraiment beaucoup des PME, TPE, des gérants qui avaient une appétence au sujet et qui allaient naturellement du coup dans cette direction parce qu'ils avaient leur propre portefeuille. Ils disent je peux le faire aussi avec un peu mon entreprise. Là, on a eu vraiment depuis début 2025 un changement à ce niveau-là où on a même des entreprises un peu plus grosses, des entreprises qui sont connues, qui veulent pas forcément que ça se sache, mais qui mettent du Bitcoin volontairement dans leur bilan. On a eu aussi un gros step-up au niveau, je sais pas si tu l'as observé aussi, mais au niveau nous des experts comptables qui
jusqu'il y a encore quelques temps, étaient vraiment très très hostiles au sujet parce qu'ils ne savaient pas comment l'intégrer, qui aujourd'hui ont compris, il y a un petit peu plus de littérature comptable sur le sujet, il y a aussi un peu plus de conseils sur le sujet, et ça aide grandement les chefs d'entreprise à se projeter, et comme on en parle de plus en plus, et bah forcément ça fait naître des idées. Je peux que te rejoindre et appuyer, Thibaut. Je vais me permettre de faire un tout petit coup de pub, pardonnez-moi messieurs, mais on a cette chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un centre de formation pour les experts comptables qui s'appelle l'IFORA et qui propose tout un panel de formation crypto. On est les seuls à faire ça en France. J'y interviens, donc je me permets de faire un peu de pub. Mais voilà, quand tu parles des experts comptables, oui, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme, et eux qui sont les premiers conseils des entrepreneurs ont basculé dans leur vision et considèrent maintenant que c'est un actif qui fait sens. En tout cas, ils doivent être capables d'en parler. Et que ce soit sur la détention de tête en direct, via des solutions commerciales, via des solutions comme les fonds, il y a vraiment un vrai sujet. Je pense que ce qui est le plus frappant, c'est que pour avoir fait plusieurs événements, et ceux qui parmi vous, les crypto boys and girls, qui ont pu peut-être aller des événements Bitcoin cette année ou de l'année écoulée, moi j'ai vraiment vu deux salles, deux ambiances. Les particuliers, tout le monde pleure, parce que la plupart des gens n'ont pas de Bitcoin, ont des altcoins, pensent faire un bull run, et voient que le Bitcoin monte, et leurs altcoins ne pas bouger. Et puis vous avez les parties institutionnelles. Et là, c'est le feu. C'est-à-dire que tout le monde est hyper excité, hyper bullish. Il y a des tas de projets dans les tiroirs, que ce soit des levées, que ce soit des projets d'investissement. Et c'est intéressant. Est-ce que aussi, justement, cette arrivée des institutionnels, ça n'a pas engendré un changement de paradigme sur Bitcoin? C'est-à-dire que avant Bitcoin, on pouvait le voir comme un outil spéculatif pour accumuler plus de dollars, alors que maintenant, le dollar est peut-être un outil pour accumuler plus de Bitcoin. En tout cas, la narrative de Bitcoin, elle a quand même pas mal changé. Et ce qu'on a vu, alors forcément, la nuit me porte un peu préjudice par rapport à ça, mais on a eu vraiment beaucoup de corrélations entre l'or et le Bitcoin sur les derniers mois. Et on disait il y a quelques temps que Bitcoin était une valeur refuge en devenir et qui cochait de plus en plus de cases, mais que ce n'était pas encore tout à fait le cas. Plus on avance, effectivement, plus il coche ces cases-là et plus il est identifié comme tel. Et on voit maintenant ces positions qui sont prises par des grands acteurs. C'est Deutsche Bank qui disait ça dans son rapport il y a quelques semaines. Cette semaine, c'est Morgan Stanley qui disait ça aussi dans leur dernière note d'investissement. Forcément aussi opportuniste parce que ils ont des solutions qui arrivent sur le sujet, mais ça montre aussi un pragmatisme de leur part de se dire que historiquement on était plutôt contre. Aujourd'hui, on n'a plus trop le choix de composer avec, et donc forcément on regarde, et quand on regarde, ils se rendent compte qu'il y a des trucs intéressants à aller chercher. Et je pense aussi sur les réserves étatiques. De ça, je pense que c'est un bon signal. Bon, on l'a bien vu aux États-Unis, mais tout récemment, et pour parler du Luxembourg, il y a quelques jours, le Luxembourg a annoncé que leur fonds souverain allait investir 1% de Bitcoin directement dans des Bitcoins. Ils l'ont fait, je pense, en début de semaine, mais ça donne un signal, en tout cas au marché, que des fonds étatiques, des entités gouvernementales ont confiance aussi sur cette valeur refuge et cette réserve. Et si je peux me permettre de compléter justement, c'est aussi, je tiens à remercier les acteurs justement comme toi, parce que c'est le fait d'avoir ouvert la voie sur cette partie réglementaire. Tu es au Luxembourg. Le Luxembourg à l'origine avait une position dure sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui l'a fait évoluer ? C'est qu'il y a des acteurs qui se sont intéressés, qui ont relevé les manches. C'est pareil aussi pour les CASP en France. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que rien ne se fait sans raison et rien ne se fait aussi tout seul. C'est parce qu'il y a des acteurs qui poussent dans l'ombre. Thibaut aussi, tu en fais partie. Moi, à ma toute petite échelle. Et c'est là aussi où vous, dans l'Assemblée, qui êtes présents, vous avez un rôle à jouer. Pas d'évangélisation, mais juste de réflexion, de sensibilisation en vous formant et en incitant aussi vos proches à s'intéresser au sujet. Et je pense que là, je ne vais pas mettre une pièce sur la question de la souveraineté et des enjeux géopolitiques mondiaux, mais on a un vrai sujet sur l'adoption institutionnelle en Europe, si on ne veut pas se faire prendre de vitesse par l'adoption institutionnelle dans le reste du monde. Quelle était la complexité de la créer ? J'imagine que le climat s'est un peu détendu, tu disais qu'avant c'était compliqué. Est-ce que tu as senti une position évoluer de la part du régulateur ? Alors nous, l'équipe, on vient de la finance traditionnelle. Donc déjà, je pense que ça montrait un bon message, en tout cas aux régulateurs. On voulait faire déjà les choses sérieusement et on parlait le même langage. Ils veulent bien sûr être certains de donner la licence à des acteurs dans lesquels ils ont confiance. Parce que bien sûr, risque réputationnel et parce que ils veulent construire un écosystème qui est stable. Nous, après Mika, je pense que ça va un peu dans ce sens-là, pour un peu assainir le marché, même si ça crée des barrières à l'entrée, mais un peu assainir le marché là-dessus, malgré toutes les limites qu'il peut y avoir.
Et nous c'était un peu le cas pour le coup. Mais après, comme on est quand même un acteur traditionnel, on est une société de gestion de fonds alternatifs régulés de la même manière que ceux qui font du pur PE, du pur real estate, private equity et ainsi de suite. Nous, on fait à la fois du private equity, du venture capital et de la crypto. Donc on a vraiment ces trois aspects. On a les mêmes régulations, on a eu majoritairement les mêmes questions que les autres, avec on top ces questions vraiment thématiques à la crypto. Donc c'est vraiment, je pense que ils apprenaient aussi, donc c'était vraiment un échange d'informations et bon, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'ils étaient pragmatiques. Donc, parce qu'on était un peu en train de mettre en place des nouveaux standards dans l'industrie, qui n'étaient pas, parce qu'on était les premiers à le faire. Donc, je pense que c'est justement ce pragmatisme-là qui a aidé pour faire évoluer le marché. Toujours en parlant de régulation, c'est vrai qu'avec l'arrivée des républicains aux États-Unis, il y a eu un vrai pivot à 180 degrés. On va se mentir, si les démocrates l'avaient emporté, ça aurait peut-être mis à mal l'industrie sur les prochaines années. Et voilà, l'arrivée de Trump a quand même débloqué pas mal de choses. Donc vraiment un shift d'un point de vue réglementaire aux États-Unis. En Europe, comment vous voyez la chose ? Que ce soit avec, déjà si on prend les propos de Christine Lagarde, qui est la présidente quand même de la Banque centrale, qui, je cite, disait « Le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque ». Est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter ou il faut rigoler ? Enfin, c'est pas un peu flippant ? Je pense que c'est quand on a Christine Lagarde qui tient ses propos et qui faut mettre le contexte, quel est son rôle. Elle est censée incarner d'une certaine manière la protection, tu vois, du petit consommateur, pardonnez-moi, du normiste qui connaît rien à la crypto et qui voit juste une opportunité de faire des gros profits, il risque des sommes dont il ne peut pas se permettre de perdre et qui finalement à la fin se retrouve à être un peu le dindon de la farce parce qu'il est l'exit liquidity de ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui sont rentrés un peu plus tôt. Quand tu vois qu'à côté tu as des grandes banques qui se positionnent, des organismes financiers qui se positionnent, c'est là où je dis que tu vois les deux salles, deux ambiances. Là où je trouve qu'il y a un vrai sujet, tu parlais de la régulation en Europe, c'est plutôt ça moi qui me gêne, enfin qui me gêne ou pas, mais c'est qu'on se retrouve à avoir plusieurs vitesses dans le monde d'adoption. Et là c'est peut-être plus vers toi Thibaut, je veux peut-être toi qui es un acteur aussi direct et qui a ces sujets de casse, parce que peut-être pour donner juste le contexte, MiCA, donc la réglementation européenne, a créé un statut européen que vous devez détenir pour pouvoir opérer sur le marché crypto, que ce soit de la détention, du conseil, de la vente, prestataire de services. Bref, il y a toute une liste d'activités qui rentrent dedans et vous êtes obligé d'avoir ce statut-là pour pouvoir continuer d'opérer en Europe et avoir la transposition française avec l'AMF. Et on a parfois des régulateurs qui font un petit peu du zèle. Juste sur Trump, sans rentrer dans des considérations politiques, il a fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Parce que le Trump Coin, à l'image du Libra, je pense qu'il y a beaucoup de petits investisseurs. Moi, j'avais des clients qui m'ont appelé, des copains qui m'ont appelé en me disant « Flo, je suis rentré dessus, ça y est, je suis dans la fusée, j'ai enfin sauté le pas, ça y est, je suis rentré dans la crypto. » Et là, je leur ai tous dit, tu sais quoi, tu m'as appelé, je vends. Je dis « Pourquoi tu fais ça ?» Je dis « Parce que toi qui n'a pas forcément de recul, qui a eu ce brouhaha, tu as saisi une balle au bon et c'est effectivement, on revient dans la finance trad, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Tu m'appelles pour parler de la nouvelle, je la vends quoi. Ouais, on va pas se mentir, il a quand même utilisé son statut de président pour faire un délit d'initié, enfin le plus grand de l'histoire de l'humanité quoi. Donc. Ouais, alors, par contre, je pense que si c'était l'autre camp qui serait passé, l'issue aurait été probablement que ça aurait peut-être été moins vite, mais je pense que l'issue aurait été la même parce qu'on est sur une adoption qui vient quoi qu'il arrive d'en bas et on voit les institutions qui sont presque à un moment donné forcées d'ouvrir la réflexion et à partir du moment où elles ouvrent la réflexion, elles passent à l'adoption petit à petit. Donc on a vu de toute manière l'autre camp revoir un peu sa feuille de route aussi sur les cryptos au fur et à mesure des élections, voyant que c'était un sujet qui intéressait les gens. Donc je pense Trump a été un catalyseur sur de nombreux sujets, mais je pense que dans l'autre cas, ça aurait quand même fonctionné. Et pour revenir sur la partie réglementaire, MiCA est censé amener une harmonisation au niveau européen, est censé amener des règles du jeu qui sont communes et qui permettent de donner un écosystème fort. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette harmonisation, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fonction de où tu es en Europe, tu as plus ou moins de facilité à obtenir le sésame, mais qui te donne le droit d'exercer partout dans l'Europe. On a peut-être la malchance ou la chance d'avoir en France un régulateur qui est plus strict que les autres, ce qui fait qu'on arrive souvent mieux préparé, mais on perd beaucoup de temps. Et pour illustrer
le cas. Nous, on a été confrontés dans notre dossier à un moment certaines questions du régulateur auxquelles on ne comprenait pas forcément parce que c'était pas forcément dans la ligne de Mika, et en discutant avec certains grands exchanges, parce qu'on est assez proche d'eux, on leur disait qu'est-ce que vous avez proposé pour cette solution-là. Ils disaient c'est simple, on ne nous a pas posé la question, alors qu'ils ont le tampon Mika déjà chez eux. Donc forcément, il y a un différentiel qui aujourd'hui pénalise un peu la France. D'ailleurs, pour cette raison qu'on a très peu d'acteurs Mika aujourd'hui en France, et ceux qui le sont, ce sont des cas particuliers parce que soit des flux très simplifiés, soit ils n'ont pas la partie conservation qui est aujourd'hui le point le plus sensible. On a un régulateur aussi qui fait quête plutôt vers l'ESMA et donc vers le régulateur européen pour dire attention, c'est pas bien, vous attribuez des licences trop facilement à droite à gauche, plutôt que de s'occuper de ces dossiers français, ce qui fait qu'on a un petit peu perdu de temps. Après voilà, nous on est dans les tuyaux. Aujourd'hui, je suis pour le coup agréablement surpris de la réactivité qu'ils ont sur les échanges. Par contre, c'est vraiment très exigeant, c'est-à-dire que entre un PSAN et Mika, on passe du niveau 1 au niveau 150. Le niveau d'exigence est vraiment tout autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la centaine de PSAN qu'on a, les 3/4 et encore seront incapables de passer cette étape-là. Elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop exigeante, économiquement, humainement, techniquement. Donc forcément ça va faire des dégâts, mais par contre ça va aussi dans la logique de cette structuration de l'écosystème, de cet écosystème qui est en train de se grandir. Si on veut demain pouvoir jouer aussi avec les grands, si on veut toucher plus de monde, il faut passer par cette étape-là. C'est un peu indispensable. Ça amène aussi cette concordance qui est en train de se faire entre aujourd'hui il y a quand même on a une porte d'entrée qui est très développée pour onboarder des nouveaux acteurs. On a plein de gens qui font ça très bien. On a de l'autre côté des choses qui se font sur la DeFi qui sont vraiment extrêmement poussées, sur des expériences utilisateurs beaucoup plus complexes. Et ce qui n'est pas bien fait aujourd'hui, c'est l'espace qu'il y a au milieu. Et c'est là généralement en fait, où il y a beaucoup de casse. C'est quand on a des utilisateurs qui veulent passer newcomer à un peu plus expert. C'est là en fait où généralement soit ça passe, soit ça casse. Et généralement ça casse un petit peu. Et pareil pour les instituts. Et le fait de cette réglementation qui est en train d'arriver, qui pousse les acteurs institutionnels à venir, ça réduit en fait cet écart-là, parce qu'on a toute cette finance traditionnelle qui arrive aussi avec son expertise et son ingénierie financière, qui permet de refaire des concordances entre les deux. Et donc on a ce gap qui est en train de se réduire là, et qui va amener, à mon avis, vraiment beaucoup plus d'adoption et beaucoup plus de possibilités. Peut-être malheureusement au profit d'un peu d'incompréhension pour le grand public, mais je pense qu'on va plutôt dans la bonne direction à ce niveau-là. Ouais, et je pense, comme tu disais tout à l'heure, ça va amener une consolidation de marché, ça c'est certain, et un assainissement du marché aussi. Parce que finalement, ça fait un peu le tri entre des acteurs qui étaient prêts à être régulés et des acteurs qui le sont et qui iront chercher cette licence MiCA et devenir CASP. Et nous, c'est ce qu'on voit. Pour le moment, nous, pour le coup, on a une régulation au niveau de notre société de gestion, mais par contre, tout autour du fond, l'écosystème doit être régulé et doit avoir la licence MiCA. Et c'est tout un business en fait qui part, parce que des institutionnels veulent avoir un environnement régulé. Et un environnement régulé, ça veut dire des acteurs qui ont cette licence MiCA. Après, je suis tout à fait d'accord qu'en fonction des juridictions, j'imagine tu mentionnais notamment Malte, pour pas citer le nom, mais c'est vrai que je pense que ça va s'accélérer aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une question de pragmatisme aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça s'accélère. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui se disent soit j'y vais, soit je m'arrête et je ferme boutique, parce que finalement c'est la fin de mon business si je suis pas MiCA dans 2 ans. Et comment j'y vais? Donc comment j'y vais, avec qui j'y vais et pourquoi j'y vais? Et donc ça, c'est des questions qui sont en train de se poser. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Et je pense que ça va s'accélérer même au niveau du régulateur, parce qu'il y a quand même aussi, les régulateurs, ils sont quand même aussi business oriented, c'est-à-dire qu'ils pensent aussi au marché. Ils se disent, on n'a pas envie de se faire doubler non plus par des juridictions typiquement comme Malte ou ainsi de suite, parce que, imaginons s'ils sont, alors je ne connais pas dans les faits, mais s'ils sont plus laxistes, finalement, c'est pas bénéfique pour le marché global. Et in fine, les petits investisseurs que tu parlais tout à l'heure, français, ça sera eux les premiers impactés, parce qu'ils iront dans des juridictions où, en tout cas, ils traiteront avec des acteurs qui ont une licence MiCA
mais qui l'ont eu finalement avec moins de critères de sélection que pourrait l'avoir en France. Je souhaite que ce que tu dis s'applique également aussi à la gestion de patrimoine, parce que pareil, je vais plaider juste pour ma profession. Nous, donc, on avait intégré chez SGF les cryptos depuis notre genèse, mais là aujourd'hui, il y a un vrai sujet en France, c'est qu'on a un régulateur qui nous dit que si nous-mêmes nous ne sommes pas donc CASP, donc si nous ne prenons pas ce statut européen, nous n'avons plus le droit de vous conseiller, de vous en parler, de vous accompagner sur ces questions-là. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est quand tu as des acteurs de terrain comme nous qui sont en contact direct avec justement des gens qui peuvent investir et qui sont donc parmi les premiers à promouvoir l'adoption et qui sont censés encore une fois pouvoir conseiller sur tout le patrimoine de son client, ce qui paraît normal, et ben là on est limité. Et il y a des discussions aujourd'hui, alors il n'y a pas de position ferme, mais l'AMF a quand même à l'oral dit qu'on n'avait plus le droit de le faire. On a demandé des justifications par écrit, on les a eues, les fondements sont faux, enfin plutôt les fondements ne correspondent pas. Donc on a demandé des précisions et là on est en attente sur cette partie-là. J'espère que justement ça va aller dans le sens d'une meilleure compréhension et d'une défense du tissu économique français. Pourquoi ? Parce que demain vous allez avoir des acteurs étrangers qui vont faire de la reverse solicitation en ayant un MiCA ou en étant en dehors de l'Europe et en étant très attractif. Je rejoins complètement le fait que ça assainit, ça fait maturer. Même si des fois on va peut-être sacrifier des belles boîtes qui avaient du potentiel mais pas assez de trésor ou pas de capacité pour lever, ça c'est une réalité, et en même temps il y a quand même ce risque pour les consommateurs parce qu'on a quand même un savoir-faire et une sécurité en France que le fait de passer par un acteur étranger n'a pas. Moralité, passer par des acteurs régulés, c'est vachement important. J'allais venir justement sur la partie conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 4-5 acteurs en France qui sont CASP, enfin qui sont sur le point de le devenir. Vous avec AJF, vous l'êtes ou pas ? Alors non, nous on avait le statut PSAN et on a donc la fameuse clause de grand-père qui nous permet jusqu'à 6 mois après l'entrée en application de MiCA de pouvoir continuer à agir, comme tous les acteurs actuels qui avaient un PSAN en France. Le nombre de conseillers en gestion de patrimoine qui fait de la crypto, je vais le distinguer entre ceux qui ont cette reconnaissance, et on doit être 5, 6 grands maximum, et puis il y a ceux qui proposent des produits crypto, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et ça, je peux pas donner de chiffres, mais j'en vois de plus en plus. Quand tu dis produits crypto, ça peut être par exemple des fonds ou enfin tout. Mais en gros, justement, est-ce qu'avec la réglementation en vigueur, recommander par exemple un fonds qui est exposé à la crypto, tu peux le faire en tant que conseiller en gestion de patrimoine, mais si tu n'es pas CASP, parce qu'in fine, c'est pas de l'achat direct, mais c'est via un fonds alternatif. Alors, si ton produit ne rentre pas dans le champ d'application de MiCA, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu packages via ce qu'on appelle un OPCVM, un organisme de placement collectif ou tout autre fonds UCIT qui est éligible en fait à des enveloppes de placement, parce que c'est bien d'avoir un produit, mais si tu peux pas le loger dans une enveloppe d'investissement, c'est compliqué. Si tu es hors champ MiCA, bien sûr, tu pourras le recommander, le conseiller. Les produits sont rares, les solutions sont rares. Là où ça pose encore, je dirais, un peu plus de problèmes, c'est quand le client, là, aujourd'hui, va demander de l'accompagnement sur cette thématique crypto. Là, aujourd'hui, la position LF dit un conseiller en gestion de patrimoine n'a pas le droit de prononcer le mot crypto s'il n'est pas CASP. C'est aberrant. Du coup, le régulateur dit oui, allez contacter des infopreneurs à Dubaï pour vous faire conseiller. Non, mais le problème, c'est que ces gens-là ont une tribune publique, sont écoutés, notamment par les jeunes. Et en fait, on a des drames qui se jouent. Quand moi, je récupère des clients qui m'ont dit « Ah, mais j'ai tout mis sur un placement dans un smart contract, je fais du 200% par semaine et j'ai un lock de 1 an, mais oui, je vais récupérer mon rendement à la fin de l'année. » Ouais, qui t'a donné l'info ? Ah, c'était dans un groupe Telegram, j'ai entendu un mec en parler. Enfin bref, vous voyez un peu le scénario ? C'est dramatique, ça. Ce que je ne comprends pas, moi, en fait, aujourd'hui, c'est le zèle. Vouloir protéger, c'est bien. Mais faire du zèle, est-ce que c'est vraiment utile ? Et nous, ça pose enfin cette question, et je rendrai le micro, je suis désolé messieurs, je monopolise un peu, mais c'est que aujourd'hui, je vais être franc, mon chiffre d'affaires, il est constitué à pas plus de 10 ou 20%, même pas de solutions crypto. Donc est-ce que je vais aller prendre un CASP qui va me coûter entre 150 et 300 000 euros pour la mise en place, pour pouvoir moi en faire tout seul ? Pas sûr. Ouais, et c'est la vraie question que j'allais te poser, c'est qu'en fait, le coût que ça représente de se conformer à la régulation versus ce que ça peut t'apporter en chiffre d'affaires, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, je me dis, finalement, l'acteur qui va peut-être truster cette opportunité, c'est un regroupement de CGP. Parce que là, il pourrait justement peut-être mutualiser les frais, ou tu vas avoir un CGP qui va jouer peut-être à fond cette opportunité et louer sa licence, je sais pas. Non, parce que tu n'as pas le droit, ça c'est l'ESMA qui te le dit, tu n'as pas le droit d'être agent de PSCA. Donc tu n'as pas le droit de déléguer comme tu pourrais le faire traditionnellement. Donc non, cette solution ne marche pas. Donc malheureusement, le groupement, non, puisqu'il ne pourra pas redistribuer finalement, tout est une question d'argent. Hein. Il ne va pas pouvoir redistribuer les rendements générés sur ces entités. Et non, la seule solution, c'est de devenir CASP. Donc tu vois, nous se poserait presque la question d'aller peut-être lever pour ça.
Et donc faire une levée pour avoir un statut réglementaire pour une banque, je veux bien. Pour faire du conseil en gestion de patrimoine juste sur la crypto, avec une pointe d'humour, bon, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'on aille mettre nous un siège à Dubaï? Surtout que voilà, si tu prends le risque finalement de te lancer dans 1 an, 2 ans de procédure et hop, quand tu es régulé, bim, les vannes sont ouvertes pour tout le monde. Mais tu n'es pas sûr aussi d'obtenir ton Tu n'es pas statut. sûr, ouais. C'est déjà ça la réalité. Ouais, bon, en tout cas, à suivre. Mais effectivement, ça pose un vrai problème parce que sur le conseil du consommateur, je pense qu'un autre exemple assez intéressant, c'est sur les stablecoins parce que aujourd'hui, donc l'USDC est MiCA compliant, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'USDT, sauf que parfois il n'y a pas de liquidité sur des paires versus USDC, ce qui peut amener en fait les investisseurs qui cherchent des paires en particulier, enfin des cryptos en particulier, à aller sur des plateformes non régulées. Et en fait, une réglementation qui était là à la base pour protéger l'utilisateur, finalement, peut le mettre en danger. Donc ça soulève aussi, voilà, est-ce qu'il n'y a pas trop d'excès de zèle et comment trouver un juste milieu en fait? Bah, sur ça, il y a un exemple qui est hyper frappant. Hein. Nous, depuis le début de cette année, on a à peu près 80 millions d'euros qui est sorti de la plateforme parce qu'on ne faisait pas de rendement sur les stablecoins pour aller vers des plateformes non régulées qui proposent du rendement sur les stablecoins. Donc, pour protéger les utilisateurs, on met en place ça. Au final, les utilisateurs sont très pragmatiques sur leur portefeuille et donc ils vont vers d'autres solutions. Dans le lot, il n'y a pas que des mauvaises choses, parce que être régulé ne pas être régulé ne veut pas dire que c'est pas forcément des bonnes plateformes. Il y a des plateformes non régulées aujourd'hui qui le sont pas par choix et qui pour le coup offrent des services et qui derrière ont une infrastructure qui est très fiable. Mais ça reste la réalité et quand on se rappelle un peu ce qui s'est passé dans le passé, FTX est la parfaite illustration de ça et visiblement ça sert pas 100% de leçon parce qu'on reproduit des erreurs qu'on a fait dans le passé. Donc c'est certain que ça c'est problématique. Pour revenir sur ce que disait Florent aussi avant, c'est que parfois il y a une espèce d'absence de bon sens parce que quand on reprend le cas des gestionnaires de patrimoine, on a d'un côté un gestionnaire de patrimoine où on lui dit ton obligation légale, c'est d'avoir une overview du patrimoine de ton client et de pouvoir le conseiller en conséquence. S'il vient avec un client qui dit regarde, moi j'ai déjà des cryptos aujourd'hui sur mon wallet Ledger, ça représente X% de patrimoine, il n'a même pas le droit de pouvoir l'intégrer dans son overview. Comment il peut faire une allocation globale en sachant qu'il y a une partie du patrimoine qu'il ne peut pas prendre en compte? Je veux dire, ça fausse tout et je ne comprends pas pourquoi on devrait aller chercher un agrément supplémentaire pour cette classe d'actifs et qu'on n'en a pas besoin sur les autres. Il n'y a pas besoin d'agrément supplémentaire pour aller conseiller sur de l'or, pour aller conseiller même sur des investissements alternatifs. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir d'agrément supplémentaire, alors que le risque n'est pas moindre. Je veux dire, si on veut aller investir dans des spiritueux, dans des voitures de collection, dans des montres ou autres, aujourd'hui, c'est pas moins volatile que de la crypto, c'est pas mieux encadré que de la crypto, et pour autant, il n'y a pas besoin sur ces classes d'actifs-là d'aller chercher des agréments supplémentaires. Donc ça, c'est encore des biais qui existent en France. Dans ma lecture, vont devoir de toute manière disparaître. Maintenant, c'est combien de temps ça va prendre, et en fonction du temps qu'on va prendre, effectivement, ce risque-là, en fait, on le fait peser sur les utilisateurs, surtout dans des contextes marchés comme ceux qu'on vit actuellement, où on retrouve de l'euphorie, où on retrouve des opportunités un peu isolées à droite à gauche, ce qui redonne un peu des idées aux gens, ce qui incite les gens à prendre un peu plus de risques et s'essayer à des choses qui sont pas forcément dans leur corde et où on peut voir de la casse. Donc c'est d'autant plus important pour les utilisateurs justement d'être beaucoup plus pragmatiques sur l'approche. Ouais. Et c'est intéressant parce que un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est l'USDC, parce qu'aujourd'hui l'USDC c'est un jeton de monnaie électronique, et donc techniquement les échanges versus USDC pourraient être considérés comme un fait générateur d'imposition. Là-dessus, c'est encore très flou, y a pas encore, ça n'a pas encore été acté, mais bon, la question existe. Donc tout ça contribue peut-être à un renforcement des positions de la part des acteurs institutionnels et peut-être un détachement du marché par rapport, via le grand public. C'est-à-dire tout est fait pour que le grand public peut-être se désintéresse du marché, mais tout est mis en place pour que les institutionnels rentrent de façon plus nombreuse. Après, un autre contre-exemple à ça pourrait être par exemple l'arrivée des ETP en Europe, où maintenant sur Boursorama, vous pouvez acheter un ETP CoinShares ou BlackRock, Bitcoin donc. Et donc c'est quand même des millions d'utilisateurs Boursorama qui peuvent s'exposer facilement à Bitcoin. Ouais, alors, après sur les ETP existaient, pour être un peu cocorico, existaient en France depuis beaucoup plus longtemps que les ETF. C'est juste qu'il y avait cette adoption qui n'était pas là, et le fait que les ETF arrivent font qu'on parlait de plus en plus d'ETP, et il y avait un peu moins de barrières sur cette entrée au niveau des investisseurs. Mais ça existe depuis des années en réalité.
Après, c'est ça. Nous, au niveau institutionnel, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a beaucoup de barrières ou en tout cas de critères pour aller dans un ETP, et parce que c'est pas des investissements, c'est pas des produits dans lesquels ils ont l'habitude d'investir. Donc beaucoup de barrières. Donc c'est pour ça, et même on est très proche de beaucoup de providers d'ETP, notamment 21 Shares, Fidelity, ainsi de suite. Mais pour le coup, voilà, c'est cette distribution qui est de plus en plus difficile, même s'ils arrivent à se faire lister sur des marchés vraiment régulés en Europe, c'est de plus en plus difficile pour eux. Après voilà, nous, c'est pour ça qu'on a proposé cette enveloppe au niveau fonds, parce que c'est des produits dans lesquels les institutionnels ont l'habitude. Tu parlais de private equity tout à l'heure, ou d'alternatifs. C'est vraiment la même structure, la même enveloppe, mais par contre avec cette exposition en crypto. Donc c'est vraiment une question d'enveloppe, et c'est pour ça que les ETP versus les autres investissements, oui, ça va arriver sur le retail. Après, comme tu disais, un retail, pourquoi il irait acheter un ETP par rapport à aller acheter du Bitcoin en direct sur un exchange? Il ne va pas se dire j'ai plus de sécurité, j'ai plus de confort à aller acheter un ETP, parce que le confort, ça va être d'ouvrir en 5 minutes un compte sur un exchange et d'aller acheter du Bitcoin. Donc c'est vraiment ça qui fait que oui, l'investisseur, le petit investisseur, le retail, il va sûrement aller vers la facilité. Donc si tu lui dis non à Meria, malheureusement, lui, c'est sûr qu'il va se dire attends, moi, les autres, ils le font, et pourquoi pas? Sans avoir la vue globale de se dire oui, mais je préférais travailler avec un acteur comme Meria plutôt que d'aller mettre sur je ne sais quel exchange, parce que j'ai pas toute la vue de comment ça se passe derrière. Pour revenir sur l'institutionnalisation du marché, qu'est-ce que vous pensez justement de l'arrivée en fait, des outils de la finance traditionnelle sur Bitcoin? Par exemple, donc on a les ETF, on a ensuite les options sur les ETF, tout un tas de produits dérivés sur Bitcoin. Alors c'est un peu inhérent à la crypto, mais on a les perpetual swaps, et donc la possibilité de prendre du levier mais sans contrat futur à date déterminée. Donc il y a tout finalement la finance traditionnelle qui arrive sur Bitcoin. C'est quoi votre avis sur la question? Est-ce que ça va continuer J'ai envie de te dire, on a même des produits qu'on appelle des produits structurés, en tout cas des produits complexes. C'est des choses que vos banquiers ont dû tous vous proposer si vous avez des contrats d'assurance vie ou des comptes titres. C'est très rémunérateur pour eux, qui proposent maintenant des sous-jacents avec du Bitcoin. Incroyable. Pour moi, c'est aller tellement plus vite que ce en quoi s'attendait. Et je pense que personne n'est prêt. Vous tous dans la salle, vous n'êtes pas prêts. Dans 1 à 2 ans, il y a des grandes chances que votre banquier classique vous propose un produit avec du Bitcoin. Enfin, moi, il y a 4-5 ans, quand j'ai voulu faire mes premiers projets entrepreneuriaux, on refusait de m'ouvrir un compte bancaire parce que dans l'objet social de ma boîte, il y avait marqué gestion de trésorerie en crypto. On l'a vu, je pense que c'est un peu un de nos fils rouges depuis le début de cette intervention, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Moi, je pense que justement, l'accès à des solutions beaucoup plus simples d'investissement, c'est ça qui déclenche tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est l'effet boule de neige. On avait des premiers grands institutionnels qui sont rentrés, on a parlé de Grayscale, on a parlé de BlackRock, on a parlé de MicroStrategy, des gens dont on s'est moqué à des moments sur leur positionnement. Maintenant qu'on a des solutions simples justement pour les entreprises, et vous avez 2 acteurs qui sont ici présents, avec des solutions justement qui bâtissent des ponts et font que pour moi, c'est même pas juste une route, c'est une autoroute. C'est une route de la soie version crypto qu'on est en train de créer. Et moi, je trouve ça fantastique, et ça va faire que s'accélérer. Par contre, en Europe, on n'a pas les engagements de non-stablecoin étatique avec tout ce que ça peut engendrer en termes de contrôle. Il faut bien comprendre que ça va aller dans le sens de nos gouvernants. La fin de l'argent liquide, ça va arriver de votre vie. Je le souhaite à tout le monde en tout cas. Mais dans quelques années, on n'aura plus de cash et on aura une traçabilité totale et même une programmation de la monnaie. Donc tu vois, je vais peut-être être un peu... Je te faisais une petite théorie du complot en disant on veut laisser rentrer les institutionnels maintenant en décourageant les retail. Moi, j'avais cette vision-là il y a à peu près 4-5 ans. Là maintenant, je pense qu'en fait, on est en train d'énormément accélérer, et madame ou monsieur Michu, quand il aura sa banque, son banquier traditionnel qui va lui parler d'un placement crypto, il va se sentir safe pour y rentrer. Maintenant, est-ce que ce sera toujours pertinent à ce moment-là d'y rentrer? Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il y a clairement eu ce changement de paradigme où avant, Bitcoin, c'était un peu un outil de spéculation, et aujourd'hui, avec les maxis qui étaient un peu des visionnaires, et aujourd'hui, c'est plus un outil d'allocation pour vraiment une classe d'actifs pour allouer son capital. Alors, moi, je pense que c'est un peu un produit assez unique à cheval entre 2 actifs. C'est-à-dire que c'est à la fois une sorte d'action technologique, un peu comme un investissement en startup, mais c'est aussi un refuge de valeur. Et que
jusqu'à 2024, c'était vraiment la composante action technologique qui a été vraiment majoritaire et la composante réserve de valeur minoritaire. Et il y a eu un shift entre les deux. Et du coup, il y a toujours la composante technologique, mais qui est, on va dire, maintenant minoritaire, et la composante réserve de valeur technologique qui est majoritaire. Complètement, les treasury companies ont contribué à cette vision et puis toute l'adoption et les positionnements. Mais tu vois, moi, ce que je vais soulever quand même, c'est que il y a une conséquence à ça. Les institutionnels commençant à rentrer plus massivement, moi, je découvre des comportements qui normalement relèvent du retail. Je m'explique. J'ai un prospect il y a quelques temps qui m'a dit qu'il voulait acheter les murs de sa société avec sa trésorerie. C'est très bien, c'est une belle opération. Il voulait les acheter dans 8 mois. On était à 2 mois avant l'élection de Donald Trump. Mais il m'a dit, moi je veux investir 100K en Bitcoin, je veux faire mon x3 avant juin. Et puis voilà, puis je retire le capital, je laisse le gras entre guillemets tourner et puis je fais mon opération facile. C'est complètement aberrant de raisonner comme ça sur un horizon de temps aussi court. C'est complètement aberrant, mais pour autant, on en est là. On a un basculement et c'est là où je sensibilise d'autant plus l'assistance. Avoir des partenaires régulés, en tout cas de confiance, transparents, français. Donc s'il y a un problème, vous allez pouvoir les actionner. Et puis qui sont des acteurs présents, je dirais historiques dans l'écosystème et qui ont une réputation sans tâche, c'est indispensable. Parce que je sais que moi j'ai refusé de le prendre, ce client. Je sais qu'il a pris et qu'il lui a dit pas de souci, fais 50% Bitcoin, 50% altcoin. Bon là, peut-être qu'avec ce qui s'est passé la nuit dernière, je pense pas qu'il soit en plus-value. Et pour continuer sur cette convergence entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, il y a quelques cas que je trouve intéressants. Le premier, c'est Morpho, parce que si on prend l'exemple, la Société Générale qui a créé son Vault sur Morpho, donc ça veut tout simplement dire que la finance décentralisée est en train de devenir la tuyauterie de la finance tradie. On a aussi Coinbase qui a créé son Vault et qui est directement exposé sur sa plateforme et qui génère du rendement. Si on prend un exemple comme Midas aussi, Midas c'est une plateforme, un protocole, une infrastructure qui permet de tokeniser des fonds d'investissement. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir des fonds off-chain qui deviennent tokenisés on-chain. Donc c'est hyper intéressant parce que d'une part ça permet d'aller attaquer la liquidité on-chain, mais aussi ça permet d'utiliser la position dans un fonds comme collatéral pour ensuite s'attaquer à la DeFi. Donc ça unlock pas mal de nouveaux cas d'usage. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que finalement, à moyen terme, la DeFi, la finance décentralisée, va vraiment devenir la tuyauterie, la colonne vertébrale de la finance traditionnelle? Ouais, je pense que ça ne va pas la remplacer, mais je pense que ça va cohabiter en tout cas. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets sur des projets de fonds, des stratégies d'investissement. Et de plus en plus, on a des demandes sur cette DeFi. Nous, dans un environnement régulé, il va y avoir bien sûr tout un cadre réglementaire sur AML, KYC, KYA, Know Your Assets, sur ça. Mais comme en face, on a des contreparties, typiquement Morpho, qui s'institutionnalisent aussi, c'est de plus en plus facile en fait. Donc ça s'ouvre de plus en plus et c'est pour ça que il y a des acteurs institutionnels qui se disent, qui sont déjà, alors souvent ils vont pas directement dans la DeFi, c'est-à-dire qu'ils sont déjà exposés à des centralized exchange et ainsi de suite. Vraiment, ils ont déjà cette culture-là. Mais par contre, ils veulent allouer une partie de leur portefeuille, avoir cette allocation pour aller sur de la DeFi parce qu'ils ont la connaissance et ils veulent aller chercher ce rendement supplémentaire. Et un autre point aussi, c'est peut-être les reward assets. Donc c'est vraiment les assets de la vraie vie, on pourrait appeler ça comme ça. Est-ce que demain, vous pensez que toutes les classes d'actifs seront on-chain? Donc là, on commence à avoir des actions tokenisées. Alors ça, c'est des avantages, inconvénients, mais on commence à avoir des tentatives aussi de tokenisation de parcs immobiliers. On a aussi, par exemple, si on prend Spyco, des bons du trésor qui sont tokenisés, où ils ont vraiment tokenisé des OPCVM. Donc, est-ce que vous pensez que demain, toutes les classes d'actifs seront tokenisées on-chain? C'est les propos de Robinhood que tu reprends, toute la finance va être tokenisée. En fait, ça s'inscrit tout ça globalement, la DeFi, la tokenisation, ce qu'on vient de voir cette semaine sur les marchés prédictifs, tout ça fait partie de briques en fait qui contribuent à la mutation de la finance au sens large, qui n'avait pas évolué depuis un certain temps et qui est en train de passer à l'étape 2 de sa digitalisation en fait, avec toute cette nouvelle couche technologique qui permet des possibilités différentes, qui ne sont pas forcément une révolution dans l'outil, mais plus dans la manière dont c'est abordé, parce qu'au final, ce qui est fait sur de la DeFi aujourd'hui, c'est des mécanismes qui existaient plus ou moins déjà en finance traditionnelle, mais qui sont simplement
abordé différemment. Et donc ça change un petit peu les règles du jeu. Il y a tout un environnement du coup derrière réglementaire, d'acteurs qu'il faut mettre en place pour pouvoir permettre une véritable adoption. Mais ça y est, ça en fait c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Et on arrive en fait à l'aboutissement de ça avec des use cases qui se multiplient. Donc on est en plein là-dedans. On a de moins en moins de biais aussi de la part de ces acteurs qui sont beaucoup plus volontaires pour y aller parce que d'autres ont passé le pas et on est beaucoup moins pointé du doigt maintenant quand on fait une initiative dans le secteur. On a aussi tout doucement un renouvellement générationnel avec une nouvelle génération qui arrive aussi, qui appréhende un peu mieux tous ces sujets-là et qui permet de porter finalement cette voie-là aussi en interne dans toutes ces entités-là. Et du coup, forcément, ça amène cette mutation qui, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, a peut-être tendance sur du court terme à éloigner un peu le retail parce qu'on part sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes et toute cette institutionnalisation, même dans comment c'est traité médiatiquement, on peut avoir l'impression que finalement on parle un petit peu moins au grand public, mais tout ça va permettre d'amener des outils finalement plus aboutis, plus simplifiés pour l'utilisateur au final. Donc je trouve que ça fait sens. Le marché va dans le bon sens, l'institutionnalisation a plein de vertus quand même, et aussi dans l'intérêt du retail parce que la régulation apporte aussi son lot de sécurité. Mais en même temps, on l'a vu aussi en France, peut-être l'excès de zèle parfois peut décourager l'utilisateur moyen, mais en tout cas, l'institutionnalisation apporte tout un tas de nouveaux outils qui vont rendre cette industrie beaucoup plus profond en termes de possibilités et que finalement tous les outils, tous les produits tels qu'on les connaît aujourd'hui hors crypto vont arriver sur la crypto en fait. Et si je peux juste me permettre une petite remarque, c'est que à la différence des US, on n'a pas eu encore une campagne présidentielle avec le sujet crypto au cœur. On va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. La réalité, c'est que si vous ne vous engagez pas aujourd'hui par rapport à la décentralisation, au rôle, comment cette technologie va être intégrée dans notre quotidien, si vous vous laissez simplement nos gouvernants décider pour vous, ne pleurez pas si dans quelques années vous avez de l'argent programmable et si vous ne le dépensez pas à telle date, vous allez le perdre. Je pense qu'il y a une prise de conscience parce que c'est une révolution profonde de la finance avec des conséquences qu'on n'envisage pas encore, qui vont se ruisseler dans les années qui viennent et ça part de vous, ça part de nous. Si on ne se sent pas concerné, voilà, l'histoire ira dans un sens. Bon, en tout cas, j'ai la conviction que ça peut être un outil qui peut vraiment faire évoluer nos sociétés, surtout si on y rajoute l'IA. Ça, c'est un autre sujet. Florent président. Non, homme de l'ombre, je préfère. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci. Merci Gary.